Donald Trump vient tout juste, il y a quelques instants, d'annoncer qu'il allait rétablir le blocus contre l'Iran. Il parle d'un droit de 20% sur chaque pétrolier qui passera par le détroit d'Ormuz. Il a déclaré « Nous sommes les gardiens. Les États-Unis seront les gardiens du détroit d'Ormuz. » Le problème pour lui, sur le plan économique, c'est que l'Iran impose déjà une sanction d'$1 million par pétrolier, alors que lui veut prélever 20%. Je plaisante à moitié, je ne sais pas. Mais ça risque de devenir une vraie compétition économique avec les Iraniens. Et quand il parle du blocus du détroit d'Ormuz, en réalité, il veut dire qu'on revient à la situation d'avant la signature du protocole d'accord. Le blocus existait déjà, et l'Iran avait le sien. Et il y a quelques instants, on a appris que dans les prochaines heures, l'Iran pourrait annoncer son retrait du protocole. Voilà ce qui se passe en ce moment. Je ne sais pas ce qu'il va advenir du TNP. Est-ce qu'ils vont rester dans le TNP? Est-ce qu'ils vont... Non, ils vont en sortir. Mais si on met ça en lien avec ce qui s'est passé hier, et qu'on regarde les cibles des États-Unis, regardez la carte, on voit que la partie ouest de l'Iran, la province du Khouzestan, a été en grande partie attaquée par des chimars américains, par des armes américaines basées au Koweït et à Bahreïn. Il y a aussi eu des frappes près du détroit d'Ormuz et dans l'est de l'Iran, à Chabahar également. Et de l'autre côté, on a vu les ripostes iraniennes ici, dans le golfe Persique, avec tous ces États arabes autour. Il y a eu la base aérienne du prince Hassan en Jordanie. Ils ont attaqué le centre de commandement et de contrôle et ils ont frappé la piste de cette base. Ils ont frappé un des abris pour les drones MQ-9, des drones américains sur place. Ensuite, en arrivant au Koweït, les Patriots, les radars et les Chimars, plusieurs bases ont été attaquées au Koweït. Et la 5e flotte, à Bahreïn, a aussi été visée. Au Qatar, il y a eu quelques attaques, puis en allant vers les Émirats arabes unis et Oman. Oman, c'est particulièrement important, parce qu'Oman ne faisait pas partie des cibles iraniennes avant la guerre, pendant la guerre, ni même après le cessez-le-feu. Mais aujourd'hui, l'Iran attaque Oman et détruit des installations. D'après certains rapports, ils auraient détruit les radars de surveillance à Oman, ceux qui servaient à surveiller le détroit d'Ormuz. Voilà la situation actuelle. Les deux camps se frappent très durement, tout en parlant du nouveau blocus, du retour du blocus. Quelle est, selon vous, Elijah, votre lecture de ce qui se passe dans ce détroit? Merci. Alors tout d'abord, si on écoute ce que dit le président Trump, en réalité, il s'adresse au marché du pétrole quand il montre la puissance des États-Unis. En fait, s'il impose un blocus à l'Iran, l'Iran forcément imposera à son tour un blocus sur le pétrole et le gaz. Et c'est justement l'objectif principal de Donald Trump, mais ça se retournera contre lui. Donc on comprend bien que les Américains n'ont pas vraiment de stratégie, pas de politique claire. Pour l'instant, aucun des deux camps ne veut d'une guerre totale, mais ils agissent d'une manière qui rend cette guerre de plus en plus probable. La crise, aujourd'hui, ce n'est plus une question de semi-conducteurs. Oui, peut-être qu'il s'agit plutôt de savoir si le détroit d'Ormuz revient sous l'ancien contrôle américain, avec sa politique et ses arrangements habituels, ou s'il devient un levier de négociation reconnu pour l'Iran, selon le protocole d'accord. Mais avant tout, c'est bien l'hégémonie des États-Unis en Asie de l'Ouest qui est en jeu, et le rôle de l'Iran comme puissance régionale qui est en train de se construire selon l'issue de la guerre. Le déclencheur immédiat, c'est sans doute le différend maritime. L'Iran a frappé des navires là-bas parce qu'il affirme qu'il viole le protocole d'accord, au paragraphe 5. C'est le point le plus important. Ces navires tentent de contourner l'accord sur le passage. Ils ne dialoguent pas avec les Iraniens. L'Iran ne réclame pas de frais, mais dit simplement « Vous avez 2 passages possibles, de part et d'autre, de l'île de Larak. » Et c'est tout.
Les Américains disent non, parce que n'importe qui peut traverser d'un côté ou de l'autre, et ils veulent retirer cet élément, cette carte importante, des mains de l'Iran. Et ça, l'Iran ne le permettra pas. Alors quand Trump a annoncé à nouveau le blocus mené par les États-Unis et proposé une taxe de 20% sur les cargaisons passant par le détroit, c'était vraiment une manœuvre très superficielle. Malgré tout, il y a des escalades, des bombardements. Les bombardements augmentent, en quantité comme en intensité, mais ils restent de nature militaire. Ce sont des cibles militaires. En résumé, Trump veut que le détroit d'Ormuz reste ouvert, bon marché, gratuit et sans contrôle iranien. L'Iran, lui, veut qu'Ormuz reste ouvert, mais uniquement selon le protocole d'accord qui lui donnait 30 jours pour retirer les mines et s'organiser, et 60 jours pour mettre fin à l'accord avec Oman. Et pourtant, même après les 60 jours, l'Iran dit « D'accord, mais qu'en est-il des paragraphes 1, 2, 3, 4, 6, 7 et de tous les autres? Qu'en est-il de l'argent que les Américains avaient promis de libérer sans condition? Qu'en est-il des sanctions? Qu'en est-il des compensations? Et surtout, qu'en est-il de la guerre au Liban et du retrait des Israéliens pour protéger la souveraineté du Liban? Donc, même avec l'ouverture du détroit d'Ormuz, selon les conditions iraniennes, ça ne suffira pas. Le problème reste entier parce que l'Iran ne va pas offrir à Trump la moindre victoire. Et c'est ça que Trump ne comprend pas. Dans son commentaire, il a dit « Eh bien, j'espère que le nouveau dirigeant, Saïd Mustafa Khamenei, sera professionnel. Il espère que Saïd Mustafa Khamenei oubliera l'assassinat de son proche, surtout de son père, le dirigeant, ainsi que de 130 autres commandants iraniens et de milliers d'autres Iraniens. Mais il ne va pas l'oublier. C'est là le cœur du problème, parce que Saïd Mustafa Khamenei a dit que les criminels seraient poursuivis. Ça ne veut pas dire que l'Iran va aller les tuer, mais qu'ils demanderont justice. Et cette justice peut être demandée par l'intermédiaire des Nations Unies ou d'autres canaux. Cependant, ce n'est pas quelque chose que l'Iran va laisser passer. Et Donald Trump se dit, bon, j'ai tué les Iraniens. J'ai fait assassiner leur chef, le général de brigade Qassem Soleimani. Et pour lui, c'est normal. On efface tout et on recommence, mais selon les conditions américaines, comme s'ils avaient gagné la guerre. C'est le comportement de quelqu'un qui pense pouvoir dicter ses règles aux autres. Or, l'Iran n'a pas perdu la guerre, parce qu'il s'est défendu et n'a pas capitulé. La notion de victoire, de défaite, de ce que veut dire gagner, c'est quelque chose que Donald Trump ne comprend pas vraiment. On a eu cet avion iranien qui se rendait au Yémen, Elijah. Je veux revenir sur la situation entre l'Iran et les États-Unis. Mais le Yémen est important en ce moment, parce que ce nouvel avion iranien est allé au Yémen avec la délégation yéménite qui rentrait chez elle. Et là, on voit l'Arabie saoudite attaquer l'aéroport international de Sanaa, frapper la piste d'atterrissage et empêcher l'avion de se poser. L'avion iranien est alors allé dans l'ouest du Yémen, dans la zone contrôlée par Ansarullah, à Al-Hodeïda, si je ne me trompe pas, à l'aéroport d'Al-Hodeïda. Ils ont atterri là-bas et les images viennent de sortir, montrant que tout va bien pour la délégation. Ils sont arrivés, mais le Yémen vient d'annoncer qu'il va répondre à l'Arabie saoudite et que cette réponse est imminente. Quelles sont les options du Yémen face à l'Arabie saoudite? What are the options for Yemen when it comes to Saudi Arabia? Saudi Arabia offered Yemen on a golden plate. L'Arabie saoudite a offert au Yémen, sur un plateau d'or, cette attaque. Parce que bien sûr, le Yémen disait soutenir l'Iran, soutenir le Hezbollah et soutenir le peuple palestinien. Mais il n'avait pas vraiment la motivation nécessaire pour déclencher une intervention forte dans cette guerre. Aujourd'hui, les sanctions contre le Yémen n'ont toujours pas été levées.
et l'Arabie saoudite a imposé une nouvelle sanction en bombardant un aéroport civil, après avoir déjà, en 2022, bombardé tous les avions civils et tout détruit. La délégation yéménite rentrait simplement chez elle. L'avion n'avait pas besoin de transporter des armes ou quoi que ce soit, parce que les armes trouvent déjà leur chemin. Un petit avion ne peut pas transporter tout ce dont le Yémen a besoin. Au contraire, le Yémen est déjà un pays productif en matière d'armement, de missiles et de drones. Le savoir-faire, lui, a été transmis depuis des années. On parle de la période depuis 2015-2016, quand la guerre a commencé, et que les Yéménites ont montré une vraie capacité à bombarder Israël et à fabriquer leurs propres drones et missiles. Aujourd'hui, les Yéménites peuvent vraiment perturber la navigation en mer Rouge. Ils peuvent aggraver les dégâts et faire monter le prix du pétrole et du gaz pour tout le monde. Les Saoudiens exportent plus de 3 200 000 barils de pétrole par la mer Rouge. Si ce flux est interrompu ou perturbé, alors le monde se retrouve dans une grave crise économique. Parce que dans ce cas, on n'a pas seulement 20% de l'énergie mondiale qui serait suspendue si le détroit d'Ormuz venait à être fermé, et il le sera si les Américains imposent un blocus aux navires iraniens. Mais si on ajoute à cela la mer Rouge, on arrive à un peu moins de 50% du pétrole, du gaz, ou plus largement de l'énergie et des produits mondiaux qui seraient bloqués. Et ça va devenir un problème bien plus important. Mais paradoxalement, plus le problème s'étend, plus il devient facile à résoudre, parce que l'urgence augmente. Et la pression sur les États-Unis aussi, pour qu'ils réagissent vite, qu'ils arrêtent cette guerre, qu'ils regardent ce que veut l'Iran, et qu'ils mettent fin à toutes les guerres au Moyen-Orient. Je pense que ce sera une occasion en or que le Yémen ne peut pas laisser passer. Et rien qu'en envoyant des drones contre Aramco en Arabie saoudite, contre toutes ces stations de pompage qui transportent le pétrole d'un point à un autre, je parle ici du pétrole saoudien acheminé vers la mer Rouge, cela paralyserait gravement la production pétrolière saoudienne et frapperait l'économie mondiale, au point que Donald Trump serait obligé de trouver une solution pour les deux, pas seulement pour le Yémen. Oui, je reviens à la situation dans le détroit d'Ormuz et au cas d'Oman. Oman a subi d'énormes pressions de la part des pays occidentaux qui lui demandaient d'agir concernant le détroit ou de coopérer avec les États-Unis et d'autres pays de la région pour faciliter le passage des pétroliers dans le détroit d'Ormuz. Et puis de l'autre côté, on voit l'Iran. Hier, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré qu'ils avaient détruit les bases américaines. Mais en réalité, ces pays du Golfe, les pays du CCG, sont littéralement en train de se transformer en bases américaines. Cela veut dire que les États-Unis envoient leurs armes ou leurs troupes dans différentes zones à l'intérieur de ces pays. C'est ainsi que les Iraniens perçoivent la situation. Alors, quand on parle d'Oman, qui était le seul pays à ne pas avoir été visé par les Iraniens pendant la guerre, eh bien, ils ne sont pas touchés par les missiles ou les drones iraniens. C'est le calcul du côté iranien. Quelle est votre analyse et comment interprétez-vous ce nouveau mouvement de la part des Iraniens vis-à-vis d'Oman? Il y a une erreur générale chez les médias et les analystes occidentaux. Ils pensent qu'il existe en Iran une différence entre les durs et les pragmatiques, entre les politiciens et les gardiens de la révolution. En réalité, on revient toujours au même point, à une totale méconnaissance de la dynamique iranienne. En fait, beaucoup ne comprennent pas que les gardiens de la révolution siègent au Conseil national de sécurité. Ils en font partie, tout comme le président Raisi, le ministre des Affaires étrangères Araqchi, le chef de la justice, l'armée. Tout le monde y est, y compris un représentant du grand ayatollah et du guide de la révolution, Saïd Mojtaba Khamenei, et bien sûr les gardiens de la révolution.
Donc non, les militaires n'agissent pas de leur côté, sans tenir compte de ce que font les politiciens en Iran. Il n'y a pas de pouvoir parallèle. Certains citent encore Javad Zarif quand il a critiqué le général de brigade Qassem Soleimani en parlant du Maidan, c'est-à-dire le champ de bataille. Mais ce n'est pas ça. C'est une action coordonnée. C'est convenu. Des plans ont été établis. Et dès que les Américains bombarderont des objectifs iraniens, les Iraniens frapperont des positions américaines au Moyen-Orient. Alors Oman a été bombardé dès le tout début de la guerre, mais ce n'est pas vraiment Oman en tant qu'État ennemi. Ce qui est visé, c'est l'actif américain présent à Oman. Il s'agit du radar que les Américains ont installé là-bas, en pensant que puisque Oman est très proche de l'Iran et que ce n'est pas un ennemi principal, il était très peu probable que les Iraniens bombardent Oman ou quoi que ce soit qui s'y trouve. Eh bien, ils ont fait une erreur, parce qu'il n'y a pas de tabou. Si des forces américaines se trouvent en Jordanie, en Syrie ou en Irak, et que ces territoires sont utilisés comme base pour attaquer l'Iran, alors l'Iran appliquera toujours la résolution 3314 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui lui permet de frapper tout pays depuis lequel une attaque contre son territoire est menée. Et si des moyens militaires américains sont utilisés pour attaquer l'Iran, ces moyens deviennent des cibles. C'est exactement ce que fait l'Iran, quel que soit le pays qui héberge ses forces américaines. Dis-moi, Elijah, quand tu regardes Donald Trump, on en parlait juste avant d'entrer en direct. Ce type est tellement... Enfin, je ne sais même pas comment interpréter son comportement. C'est totalement imprévisible. On ne sait jamais ce qu'il a en tête. Et pourquoi il a décidé d'aller de l'avant, de signer ce protocole d'accord? Quelle était la principale pression? On peut dire que tout tournait autour du marché du pétrole, de la pression économique sur l'économie américaine. Mais au final, en signant ce protocole, et maintenant en revenant en arrière, peut-être qu'il a voulu profiter de ces quelques jours pour relâcher un peu la pression sur l'économie des États-Unis. Mais après tout, si on revient au blocus, à toute cette affaire du blocus du détroit d'Ormuz, le blocus iranien, comme c'était le cas avant, comment est-ce que ça peut aider les États-Unis à long terme, à court terme, ou même à moyen terme? Quelle est la stratégie au fond? Est-ce que toi, tu trouves ça compréhensible? Oui, vous avez soulevé 2 points. Je vais commencer par le second. Donc, il n'y a pas de stratégie. Donald Trump et son équipe improvisent, parce que Donald Trump, au fond, n'est pas celui qui planifie. C'est celui qui dit « oui, allez-y ». Quand on lui présente un plan, il sait dire oui, mais ce n'est pas lui qui l'élabore. Cela dit, il a été plutôt efficace pour maintenir le marché du pétrole calme et sous un certain contrôle. On a vu le prix du baril rester un peu en dessous de 120 au moment le plus tendu du conflit. Malgré tout, il a réussi à le garder à ce niveau, grâce à plusieurs facteurs, notamment les réserves stratégiques de pétrole que possèdent tous les pays. Et quand on parle de réserves stratégiques de pétrole, on pense à des pays comme la Chine ou les États-Unis. Les grands pays doivent toujours garder des réserves, au cas où il y aurait des problèmes dans le monde et qu'ils ne pourraient pas reconstituer leur stock de pétrole rapidement. Les Américains ont environ 700 millions de barils en réserve. Et ce que fait Donald Trump en ce moment, c'est qu'il n'a aucune stratégie. Il improvise au jour le jour. Il dit « on frappe fort, et si ça ne marche pas, on frappe encore plus fort », en pensant que ça finira par fonctionner. Il ne comprend toujours pas que l'Iran n'a nulle part où aller. Géographiquement, le pays restera au même endroit. Ensuite, l'Iran n'a qu'une seule carte à jouer, celle du détroit d'Ormuz. Et enfin, l'Iran va infliger des dégâts à tous les pays du Moyen-Orient qui accueillent des bases américaines, parce que ces bases sont à découvert.
because these bases are above the ground. Iran has bases under the ground. L'Iran a des bases souterraines. Les Américains frappent 2 ou 3 bases de missiles en Iran chaque jour depuis 40 jours. Ils l'ont fait, mais ils n'ont pas réussi à les détruire. Les mêmes missiles continuent d'être lancés depuis le même endroit dans le nord de l'Iran. Le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de stratégie. Par rapport à ton premier point, tu disais « si on analyse », si on réfléchit. Non, on n'a pas besoin de réfléchir ni d'analyser. Il suffit d'écouter ce que disent les Américains. Et le plus lucide d'entre eux, c'est le vice-président Vance. Il a dit « La seule raison pour laquelle nous avons signé le protocole d'accord, c'est parce que nous voulons reconstituer toutes nos réserves stratégiques de pétrole. » Les Iraniens l'ont bien compris. Ils n'ont aucun espoir que les Américains respectent ce protocole. Mais les Iraniens n'ont rien à perdre et rien à craindre. Ils disent « Prenez votre temps, vous êtes en train de violer le protocole. » Pour ma part, je laisserai toujours une place à la diplomatie. Je ne cesserai jamais de parler, d'échanger, de négocier. Mais si vous n'avez rien de concret sur la table et que vous respectez le cadre sur lequel nous nous sommes mis d'accord, en commençant par le premier paragraphe, alors oui, on peut négocier autant que vous voulez entre tous les experts techniques. Mais au bout du compte, il ne se passera rien tant que vous n'aurez pas respecté tous les points sur lesquels nous avons convenu. Vous voulez absolument le détroit d'Ormuz? Vous ne l'aurez pas. Vous l'aurez en dernier, après le dossier nucléaire, parce que le dossier nucléaire a été reporté. Il n'était pas inclus dans le protocole d'accord pour en discuter ou négocier. Donald Trump essaye maintenant de le réintroduire. Et il a ajouté qu'il voulait 20%. Donc, ajouter un nouvel élément complique la vie pour lui, mais pas pour les Iraniens. Les Iraniens ont un document qu'ils ont signé et ils n'en ont signé aucun autre. Les négociateurs techniques américains ont demandé aux Iraniens s'ils pouvaient obtenir une part des frais du détroit d'Ormuz qu'ils allaient percevoir. Et ils ont proposé de dire « on partage entre vous et nous, oublions Oman ». Les Iraniens ont totalement refusé cette proposition. Ils ont dit « non, nous parlons avec les Omanais, pas avec vous ». Le détroit d'Ormuz est entre Oman et l'Iran, et il n'y a pas de place pour les États-Unis, non seulement dans le détroit d'Ormuz, mais dans toute l'Asie de l'Ouest. Les Américains vivent encore sur une autre planète, en pensant que leur empire est toujours aussi puissant qu'il l'était entre 1945 et 1990, à l'époque où la perestroïka a détruit l'Union soviétique. Eh bien, ce n'est plus le cas, et pour une seule raison. Pas parce que l'Iran est fort. Non, c'est parce que l'Iran n'a pas été vaincu par 2 puissances nucléaires. Ils ont tout essayé. Ils ont bombardé l'Iran plus de 30 000 fois et ils n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs. Nous entrons donc dans une nouvelle ère, une ère que les Américains vont inévitablement refuser d'accepter. Ils ne vont pas abandonner facilement leur rôle de gendarme du Moyen-Orient ni celui du monde.